De retour sur le plateau après cette superbe victoire des Minots, 4-1 contre Nancy, après un match stoppé en plus pour des débiles, on va dire les termes. Après, ça. c'est de la description. Exactement. C'est pas grave, hein. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir vu ce visage-là de l'Olympique de Marseille cette saison. On aurait aimé voir ça des professionnels, mais en tout cas, on a pris plaisir à vivre cette rencontre. Merci à Idriss et Bastien qui étaient aux commentaires, qui ont été géniaux. Et je pense qu'on a également... Est-ce que ça vous a plu, Romain? On n'a pas encore Romain qui va arriver. Est-ce que ça vous a plu de ce duo Cordo-Idriss à la baguette? Est-ce que c'était du Gaël Lafont, le Pyronec? Dites-le un peu dans le chat. Ouais, il faut si ça dire. vous plaît pas, je reviens pas, je vous laisse la main. Si, justement, on va te... Je pense que tu as gagné ta place là ce soir. Dites-nous un peu. Non, mais on va commencer le débrief de toute façon. Et puis, on va prendre vos questions également dans le chat. Le temps que tout le monde se reconnecte gentiment là sur le chat, on va attendre. Et puis voilà, comme ça se dit dans le chat, ne répondez pas à ceux qui veulent venir nous chambrer un petit peu. On va commencer à bannir. Je fais confiance à Idriss qui va mener ça d'une main de maître. On va pas répondre et on va profiter surtout de ce match-là. Et on va prendre le temps de le débriefer malgré tout. On rappelle, il n'y aura pas de notes. On a fait ce choix-là avec Romain Herring de pas noter. On va pas noter des ados, les gars. On va pas les noter de la même façon que des seniors, tout ça. Et puis, le plus important, c'est qu'on ait gagné et qu'on célèbre cette victoire. Par contre, je vais vous demander quand même votre top 3 de la rencontre. Ouais. Le top 3 de la rencontre. Mais on va revenir sur cette deuxième période. Finalement, on avait peur peut-être de ces 15 dernières minutes en première période. Finalement, on a maîtrisé. On est bien revenu dans cette seconde mi-temps. Je pense que Christian Braconi a bien géré son temps là, avec les joueurs à la mi-temps. Et il y a eu pour moi, c'est pas contre le joueur, hein, mais parce qu'il sort sur blessure. Mais je trouve que l'entrée de Tadj a insufflé quelque chose de nouveau lorsque Max Corbon est sorti sur blessure. Parce que alors, je ne sais pas si c'était des consignes ou c'est juste que c'est lui qui, comme c'est un profil assez offensif, était attiré, mais il a aidé l'équipe à défendre en avançant, avec un pressing vraiment très bon niveau, des courses à haute intensité vers les défenseurs adverses, qui fait qu'on a gagné beaucoup plus de ballons et on s'est créé des occasions parce qu'on a 2 balles de break énormes, Oui. une pour Tadj et une sur une action exceptionnelle de Mathis Clément, avant de faire justement ce break plus tard dans le match par la frappe mitraillette de Gaël Lafont. Ouais, ça frappe exceptionnelle qui est venue aussi récompenser un match excellent de Lafont. Toi, tu le connais un peu en plus. Idriss. Ouais, écoute, c'est pas qu'il a fait un match excellent, c'est que c'est l'homme du match. Donc ça va être très rapide. Son but est venu souligner le match incroyable qu'il est en train de faire, un poste qui est pas forcément le sien parce qu'il a joué devant la défense. Au départ, donc, quand on joue en 4-3-3, après avec l'entrée de Tadjidine Madji, on a joué en 4-4-2, en 4-2-3-1, appelez-le comme vous voulez. Mais il a joué aux côtés de Le Pyronec. Mais oui, bon après, moi, je le connais un peu, je le connais de loin, quoi, parce que je le suis depuis très longtemps. Mais oui, c'est l'évolution logique du joueur en fait, par rapport à ce qu'il montre depuis les U12, U13, quoi, qu'on entend un peu parler de lui, parce qu'il a une petite réputation dans le petit milieu marseillais. Et c'est vrai que quand il avait signé à l'OM, ça avait déjà commencé à interpeller de dire que l'OM venait le chercher très très tôt. Et c'est dès ses premiers matchs à l'OM, je me rappelle très très bien, en foot à 11, en U15 et pour ses débuts même en U16, parce qu'il a été très vite surclassé. C'est vrai qu'on voyait l'artiste au départ. Et l'artiste s'est un peu transformé en travailleur sans perdre la douceur technique dont il a fait preuve plusieurs fois pendant le match. Oui, Romain, on t'entend. Rebonsoir, quel plaisir. Je vous propose de vous commenter un petit peu la remise du trophée, parce que ils sont là, les Olympiens. Je sais pas, je pense que vous n'avez pas d'écran pour le faire, mais je vais m'en charger. Voilà, ils sont en train de sauter, de se congratuler. Ils ont tous la médaille autour du cou. La coupe va pas tarder à être soulevée par le capitaine Paolo Trigano. Voilà, ils sont tous en train de s'embrasser. C'est merveilleux, hein, franchement, ce qu'ils ont fait. C'est beau, c'est beau. C'est sur France 4. Mais excuse-moi, mais nous le retour de France 4, s'il te plaît, Loïc. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais là on est sur Bein et du coup il y a 1 000 heures de pub. Voilà. Vas-y, suis-moi, Romain, vas-y. Et donc là ils sont tous en train de se congratuler. Voilà, il va y avoir la remise du trophée au capitaine. Il y a certains joueurs qui semblent pas réaliser forcément la performance qu'ils ont réalisée ce soir. Ça je te le dis, ils réalisent pas, non. Surtout qu'ils ont été, on le disait
On le disait en off, ils ont été champions U17 la saison dernière. Ouais. La Gambardella, c'est quand même exceptionnel. À mon échelle, je vous avais parlé la semaine dernière, on a gagné la Coupe Méditerranée avec mon groupe. Ça y est, les amis. Et c'est dur de faire réaliser à des ados qui vivent sans doute le pic de leur carrière maintenant, pour certains. Ouais. Et je te c'est coupe, dur de faire réaliser Idriss, ça. La coupe est remise au capitaine de l'Olympique de Marseille, Paolo Trigano, qui se met au milieu de ses coéquipiers et qui va soulever la coupe. Et voilà, l'Olympique de Marseille a remporté la coupe Gambardella pour la et il fait le multiple soulevage, Paolo Trigano. On voit Jean-Pierre Papin, Robert Nazarettian. Ah, il y a un petit aux armes qui démarre là. Il y a un petit aux armes d'Anis Domal. Ah non, pas du tout. Non, juste il lance. Non, en fait, c'est pas aux armes. Non, en fait, c'est leur chant à eux. C'est un chant à eux où il dit des choses et ils répondent olé olé. C'est un truc qu'ils ont depuis le début de la saison. C'est leur chant de victoire. Mais je l'ai vu de suite se poser, je croyais que. Ouais, c'est l'ambianceur à Nice. Mais c'est leur truc, quoi. Ouais, pour en revenir à. Si remporté dans un stade hostile en plus, c'est encore plus beau. Un petit truc, je trouve. C'est c'est bien. Tu me lances sur un truc que je voulais dire. Tout le match, je me suis dit, si on gagne, je vais dire, le parcours est fou. Le parcours est fou. Mais lui, attends, 2 secondes, juste moi. Tu vas finir, Bastien. En plus, là, on a l'image, c'est pour ça que c'est beau. Non, mais en plus, tu m'en as parlé cette semaine. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il a ce truc atypique. Et il est con. C'est un personnage. Non, mais il a employé le bon terme. C'est un personnage déroutant. Quand même, oui, complètement. Mais c'est un bon con. C'est et pas con dans le sens où il est imbécile, tout ça. C'est un petit con. Quoi. Il a envie de rigoler, il a envie de jouer. Et c'est bien. C'est un petit con qu'on aime aimer. C'est ça, exactement. Et il y a Paolo Trigano qui lance un aux armes avec les supporters de l'OM tout en haut de la Decathlon Arena. Voilà. Et la coupe est soulevée en face des supporters qui sont quoi 200 peut-être maximum. Voilà, la délégation marseillaise. Ah, je pense qu'ils y sont les 200, mais bon, on s'en fiche, c'est pas important. Magnifique, voilà. Et pour vous dire, moi personnellement, ça me fait vraiment plaisir parce que moi, je suis pas au quotidien comme vous le centre de formation. Par contre, c'est une coupe qui me parle. Voilà, chaque année, j'essaie de regarder un peu le parcours. Je me dis putain, il doit y avoir la place d'aller faire un truc et tout. J'y étais au Stade de France en 2017 quand on avait perdu au péno. J'avais vu la tristesse des joueurs et là, je suis content. Voilà, je suis content pour ces gamins que je connais pas plus que ça, contrairement à vous, parce que toi, Bastien, j'imagine que tu connais les papas, tu les vois pas fréquemment. Tous, mais certains. Ouais. Idriss, pareil. Voilà, donc ça vous fait un truc peut-être plus particulier. Moi, c'est juste la fierté de voir l'Olympique de Marseille remporter un truc cette année. Voilà. Alors, c'est pas une Coupe de France, c'est pas un titre en Europa League, mais c'est un truc qui vient récompenser le centre de formation. Et dans toutes ces années où j'étais au Phocéen, ça va faire 11 ans, chaque année on disait mais le centre de formation, il y a un truc qui va pas, ça déconne, on n'y arrive pas. Et là franchement, je sais pas si on va y arriver, parce qu'on a eu le débat avec Bastien en début d'émission, mais en tout cas, moi je trouve que ça en prend quand même un beau chemin. Est-ce qu'on aura des joueurs qui vont exploser, tout ça c'est la grande question, mais en tout cas, pour moi, le travail, il est bien fait. Tu vois, le bilan, c'est champion l'année dernière en U17. Avec, tu montes l'année d'après, tu gagnes la Gambardella. Tu es en demi, peut-être tu vas aller plus loin du championnat de France U19. C'est dimanche prochain contre Paris. Si tu gagnes le championnat U19, on n'en a pas parlé, il y a la Youth League. On peut compter aussi dans l'avenir des joueurs. Mais c'est exceptionnel. Il y a des belles perspectives. C'est exceptionnel. Cette génération fait des choses exceptionnelles. Champion de France U17, Final Four U19, vainqueur de la Gambardella. Le parcours, les mecs. Tu sors Paris Saint-Germain, qui est un des grands favoris avec toi. Tu sors Rennes, qui est pour moi le favori sur le papier, à Rennes. Reims à Reims. Bon, Le Mans, c'était sur le papier moins fort, mais tu les sors chez eux. Là, Romain l'a dit, dans un climat qui au fil du match s'est avéré de plus en plus hostile, avec même une interruption du jeu pour des gamins de 17 ans. On a même vu Gaël Lafont se faire cracher dessus après son but. Ouais, non, mais ça c'est irréel. Mais je veux dire, que cette équipe-là, cette génération-là, quoi qu'il leur arrive dans le futur, ils auront des choses à raconter à leurs enfants. C'est à vie. Ouais, mais c'est à vie, exactement. C'est à vie. Et nous, on est sur le Phocéen, là, aujourd'hui. Donc, on est fiers d'eux. Bravo, on est fiers de vous, les copains. Vous avez porté fièrement et de manière magnifique les couleurs de notre ville et de notre club. Donc, bravo, les gars. Voilà, bravo. Ouais, c'est un très très beau message là, de Bastien. On peut rentrer un peu plus en profondeur là sur. Il y en a qui te font rire sur le chat. Je vois des messages marrants.
On peut pas tous les lire. Il va falloir aborder la question des contrats. Pas bien forcément, sûr, Zimbo dit ça, mais pas forcément. Non, mais je pense qu'il parle du club dans l'avenir. Mais je vais même te dire, parce qu'on en parlait pendant le match avec Bastien, c'est un faux débat encore une fois. On en a parlé avec Romain aussi lors du match face à. C'était quoi le dernier match contre le Havre. Voilà, ce truc sur les contrats de Sternal et Bacola, c'est un faux débat puisque c'est un débat qui a 1 an d'avance. Parce que l'Olympique de Marseille a encore la main sur les contrats puisqu'ils ont une année supplémentaire, une option d'année supplémentaire que l'OM va activer. Donc leur contrat va prendre fin en juin 2025, et nous sommes, à ce que je sache, qu'en mai 2024. Donc l'OM a la main sur ce dossier-là. Il y a encore 1 an pour convaincre les joueurs de signer. Donc il n'y a pas urgence, il n'y a pas le feu, c'est tranquille, on est dans les temps. Oui. Et encore une fois, pour faire un rapide cours d'analyse d'informations, si ces informations-là sortent, c'est qu'elles ont un intérêt à sortir. Que ce soit par le club, par les joueurs, par d'autres agents ou par d'autres clubs qui aimeraient récupérer les joueurs, parce que ça crée de l'animosité, ça crée des tensions, ça crée des discussions. Donc ce débat n'est pour l'instant pas au goût du jour. Pas pour cette génération-là. Mais on a gagné sans les noms qui viennent citer. Exactement. Et dimanche dernier, on s'est qualifié pour le Final Four sans ces noms-là. Donc, il y a toute une génération là à travailler. Ils ne vont pas tous rester au club. Mais ceux qui vont rester, il va falloir intelligemment gérer avec eux, savoir qui va faire une saison N3, qui va avoir des possibilités peut-être de prêt, quelque part. On a la chance d'avoir dans la région aujourd'hui un club qui sera en National 1, un club qui sera en National 2 et un club qui sera en Ligue 2. Marignane-Gignac, Aubagne et Martigues, pour les citer. Donc, il y a peut-être des perspectives à travailler. Ça, c'est à M. Otero. Il y aura Istres aussi en N2. Et Istres en N2, exactement, 2 clubs. Merci, Idriss. Mais M. Danielou, M. Otero, s'ils sont encore au club, ben, ça va être à eux de travailler ces perspectives-là. Et moi, je trouve que gagner est positif, même pour les joueurs qui ne sont pas là, parce que du coup, tu leur dis, ben, regardez, messieurs, nous, on a une belle génération, vous êtes ce qui est considéré comme des grands talents, mais on peut gagner sans vous, donc le club peut se mettre dans une position où dit on n'est pas en obligation de tout vous offrir. C'est ce que disait Romain, si les mecs arrivent à la table et disent on veut 200 000 par mois, est-ce que tu leur donnes? Tu vois, c'est aussi à prendre en considération. Tu vois. Bien sûr. On n'est pas autour des tables de négociation et pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de négociation. Il y a une proposition qui a été faite. Encore une fois, dans un cadre logique de négociation, c'est pas que l'OM se presse ou quoi. Il y a une proposition qui a été faite, qui a été refusée, et ça rediscutera quand ce sera le moment de discuter. Et d'ailleurs, je voulais juste revenir rapidement sur Marignane-Gignac. Vous savez peut-être, est-ce que c'est acté leur descente? Sportivement, oui, mathématiquement, oui, mais ils pouvaient. C'est vrai qu'il y a des. Il y a encore des montées, descentes qui devront se faire dans les bureaux. La montée d'Aubagne est loin d'être acquise, très très loin d'être acquise, la montée d'Aubagne. Donc, mais voilà. Mais dans tous les cas, s'ils ne montent pas, ils seront en N1. Oui, c'est ça. Pour l'instant, sportivement, ils seront en N1. Donc, disons qu'il y a des fenêtres à ouvrir qui pourront être intéressantes pour cette génération. Mais là, comme le dit Idriss, l'heure est à la félicitation. Voilà, fierté. Félicitations, fierté, projection. Il y a des joueurs, pardon, excuse-moi Bastien, pour qui ce sera le dernier match. Mathys Clément, c'était sans doute son dernier match à l'OM aujourd'hui. Lucas Dobenfeld, c'est possible aussi. Parce qu'il va sans doute jouer le Final Four, mais je veux dire le dernier gros match, où il sera titulaire, parce que après les autres vont revenir. Donc Lucas Dobenfeld aussi. C'est pas sûr que Enzo Sternal revienne si vite. Enfin, Enzo Sternal, c'est l'ami, et Bacola reviennent si vite. Après, vu comment c'est parti à l'Euro. Ouais, mais ils ont gagné hier. Ils ont gagné hier. Hein. Ils ont gagné contre l'Espagne. Et après, ils sont dans la grosse poule de la mort. Mais c'est l'Allemagne ou le Portugal là? C'est l'Allemagne. Mais en tout cas, voilà. Portugal, ouais. Ils ont fait l'Angleterre, Espagne et Portugal. Non, mais l'exemple de Mathys, c'est bon, mais ça veut dire que c'est, tu vois, des mecs qui sont pas sûrs de rester. Eh ben, ils se mettent en lumière. Il a fait un match magnifique, donc ils ont tout donné. Ça veut dire que le groupe est bien géré par le coach aussi, parce qu'il va falloir aussi parler de ça. Donc bravo à tout le monde vraiment dans l'ensemble. Alors on rappelle le Final Four parce qu'il y a des gens qui nous demandent, Matt TV2 qui nous demande sur le chat, le Final Four en fait c'est les finales des championnats U19. Donc là l'OM avait battu Lille en quart de finale parce qu'en fait c'est les 2 premiers de chaque poule. Donc parce qu'il y a 4 poules de 19 nationales, donc les 2 premiers de chaque poule s'affrontent dans des quarts. Et là nous sommes aux demi, donc au Final Four. Donc il y a les demi contre le Paris Saint-Germain dès le dimanche prochain et la finale qui n'arrivera pas le dimanche d'après, mais le mercredi, si je ne dis pas de bêtises, la finale du championnat. Il y a Fafio qui nous met un message, pour ceux que ça intéresse, il y a la finale de Corsica Cup
Sur France 3, voilà. Il y a Corsica Cup, je crois qu'il y a Rémi Cabella qui la joue. Ouais, j'ai vu passer je crois que Rémi Cabella dans la Team Corse. Ouais, bon, tout à fait. Il y avait un autre message que j'avais vu passer, je voulais le prendre. Je l'ai perdu. Bon, c'est pas très grave, il y a beaucoup de messages de félicitations de toute façon. Tu voulais avoir un petit mot peut-être sur l'entraîneur là, de l'OM, louer un petit peu son travail. Oui, très excellente saison de Christian Braconnier, excellente gestion. Il a réussi à concerner tout son groupe. Je me souviens de matchs où tu as Sternal remplaçant, où tu as Bacola remplaçant, pour concerner tout le monde. Mathis Clément, on l'a dit en avant-match, il a beaucoup joué arrière droit, mais il a quand même joué des matchs alors que le club compte pas forcément sur lui. Donc gestion quasi parfaite. De toute façon, quand tu termines premier, je vais te dire que tu gagnes une Gambardella avec 3 titulaires absents, c'est que ton entraîneur il tient bien son équipe, quoi. Il n'y a pas de secret. Ouais, bravo les minots, vous avez sauvé l'honneur du club. Enfin, ce qu'il reste, nous dit SFRANOM. Voilà, pour être précis sur le nom. On va faire le top 3 peut-être, le top 3 de ce match, si vous voulez, parce qu'il y a des questions dans le chat, Lorient notamment, qui nous demande si on va noter. On a dit qu'on noterait pas les joueurs ce soir. Mais votre top 3, toi Idriss, sur cette partie. Dans l'ordre, Gaël Lafont, Kélian Abdallah et Paolo Trigano. Un par ligne. Ok. Gaël Lafont, pour moi, cyborg dans ce match. Abdallah, et je vais quand même mettre Mathis Clément, qui pour moi a fait un super match, mais Paolo a fait une deuxième mi-temps régnante aussi. Ro. Oui, pour moi, l'homme du match, c'est quand même pas Gaël Lafont. Pour moi, c'est Kélian Abdallah. T'aimes bien être à contre-courant de toute façon. Il veut créer du débat. Non, pour moi, c'est Kélian Abdallah. Il est décisif sur les 2 buts. Excellent, décisif. Il les a embêtés tout le match. Moi, il m'a montré des trucs que j'avais pas vus sur les premiers matchs de Gambardella, parce que moi, j'ai suivi que la Gambardella, je le répète. Je ne les vois pas au quotidien comme vous. Ça fait déjà 5-6 matchs, donc c'est bien. Moi, il m'a montré des trucs. Très honnêtement, il est pas loin du niveau pro. Un poste qui n'est pas du tout le sien. La vitesse, la qualité technique, l'impact physique. Moi, j'ai adoré son match et pour moi, il est au-dessus. Mais après, ça se joue. Si on les avait notés, c'était 8 et 7,5 pour moi. C'est du Aubameyang Balerdi, quoi. Attends, excuse-moi, Romain, je suis obligé de faire un disclaimer. Oui, les gars, Dosso a fait un très bon match. Ouais. Parce que là, j'allais vous lancer. Et Dosso, il a fait un très bon match. Le problème. Mais pour moi, en 3, c'est quand même Clément aussi. C'est que par rapport, pour un gardien, il n'a pas été assez sollicité pour se mettre assez en lumière. Mais il a fait un très bon match. Il a été un peu sollicité. Non, mais tu nous as demandé un top 3. C'est sûr que si on dit qu'il a fait un bon match, il est dedans. Dans le top 5, il y est. Voilà, dans le top 5, il est. C'est trop facile. Il fallait réduire un peu. Il fallait réduire. Donc on est sur un top 3. Il a fait un excellent match, les gars. Il a fait ce qu'il fallait. Une compétition de rêve. Par contre, si on fait un top 3 de la compétition, là, je rejoins Bastien. Il est dedans. Il est pas 3. Donc voilà. Surtout sur la séance contre Paris Saint-Germain, il nous fait passer. Contre Le Mans, contre Reims. Attention. Mais voilà, vous voyez, donc dans nos top 3, à nous 3, il y a Gaël Lafont et Kélian Abdallah. Je l'ai dit pendant le live et je le redis, pour ceux qui prennent l'émission en cours. Mais c'est 2 garçons qui ont fait des minutes en pro, qui ont fait des entraînements en pro. Donc là aussi, le club, là il y avait Pablo Longoria, il y avait Mehdi Benatia, il y avait Jean-Pierre Papin. Tu dois te dire, si mes petits survolent dans un match de U18, et que parmi ces petits-là, mes 2 meilleurs ou mes 3 meilleurs, tu as 2 qui ont fait des apparitions en pro, c'est peut-être une bonne idée de continuer. Ça fait partie de ce qu'on appelle la passerelle. C'est un mot qu'on utilise beaucoup depuis le début avec Idriss, mais parce que c'est très important. Il y a des clubs, ils vont s'en foutre de sortir en 64e de Gambardella si leur passerelle fonctionne. Lyon. Voilà. Lyon, on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur centre de formation du pays. Ils ont gagné combien de Gambardella ces 10 dernières années? Et donc, là, pour moi, on est dedans, là. Les 2 pieds dedans, c'est ça, c'est la passerelle. La passerelle, c'est que tu as des mecs qui ont eu des minutes en pro, qui depuis 2 mois s'entraînent quasiment quotidiennement avec les professionnels. Quand ils redescendent, ils sont un cran au-dessus. Et c'est normal. T'as goûté à ce niveau-là. Donc il faut continuer pour moi, parce que là, on a cité 2 petits, mais il y en a 3 autres qui sont pas là et qui ont encore un plus fort potentiel. Et oui, ils sont considérés comme champions. Parce qu'on nous pose la question sur le chat, ils sont considérés au palmarès, ils auront la Gambardella. Oui, surtout qu'ils ont fait les tours d'avant. Oui, c'est pour ça. Et eux aussi, donne-leur des minutes en pro. Peut-être qu'ils vont faire des erreurs chez les pros, mais peut-être qu'après, ça sera reculé pour encore mieux jumper. Tu vois ce que je veux dire? Et Luis Enrique, il a fait pas des erreurs, peut-être. Oui. Si tu m'as cité le pauvre, un des moins pires. Ouais, voilà. Mais c'est pour ça, j'avais pas envie de frapper sur l'ambulance. Mais voilà, donc c'était pour dire ça. C'est typiquement ça.
Non, mais vous m'avez dit Luis Enrique, je suis obligé de prendre la main. Non, mais tu vois, si dans l'année prochaine, là, cet été, on me dit tu dois faire la place, tu choisis. Soit t'as Luis Enrique, soit t'as Abdallah ou Sternal. Mais Luis Enrique, il prend un coup de pied aux fesses et il part. J'espère qu'il a son passeport à jour. Hein. Ouais, mais après. Tout gentil qu'il est, tout polyvalent qu'il est, tout technique un peu qu'il est vite fait. Va-t'en. Mais ils vont te dire. Ils te le diront jamais, mais eux, entre eux, dans leur discussion, ils vont te dire Luis Enrique, il a tant de VMA, il est capable de résister au duel. Et Abdallah, on n'est pas sûr. Sternal, on n'est pas sûr. Ils vont te dire ça. Et, et dans un sens, ils ont raison. Mais par contre, c'est te tirer une balle dans le pied de ta formation si tu fais ça. Ouais. Si le choix, comme tu as dit, excuse-moi, se présente, si tu ne fais pas le choix Romain Herring, je vais appeler le choix Romain Herring, si tu ne fais pas ce choix-là, tous les recruteurs, et on en connaît très bien avec Idriss, qui bossent sur les petits U13 ou 12, ils vont faire comme ça. Oh putain. Yeah. Parce qu'après, tu vas parler aux petits, tu vas dire, on te veut, nous, l'Olympique de Marseille. Et on peut discuter avec ton papa, le papa va dire d'accord, il y a Nice qui me veut, qui a fait jouer 10 jeunes cette saison, il y a Monaco qui me veut, j'ai même pas besoin de préciser, il y a Montpellier qui me veut, les 2 derniers matchs, tu as un U18 qui est titulaire. De Marseillais aussi. Et des Marseillais. On l'avait pas, et l'OM, qu'est-ce que vous me proposez Luis Enrique, et remplaçant de Luis Enrique, et si Luis Enrique il se blesse, on décale un pro sur le côté, et si un pro est suspendu, peut-être il joue. Eh ben non, désolé, merci monsieur, au revoir. Donc elle est là. Le débat, il est là. Voilà. Là, tu as touché du doigt ce qui doit se faire. Sans ça, tu auras des générations éclats, mais tu n'auras jamais de continuité dans ta formation. Sans ça. J'ai pas choisi Luis Enrique pour rien. Je choisis Luis Enrique parce que pour moi, dans un club sain et normal de l'Olympique de Marseille, c'est ton 18e, 19e joueur. 22e. Donc, comment 22e aussi. Oui, non, mais on aurait pu citer Onana. À un moment donné, Onana, quand tu le recrutes, quand tu sais le nombre de milieux de terrain qu'on a, tu as Chika, tu as Remandaou, tu en as plein, et plus jeune, tu en as d'autres. Onana, quand tu le prends... Je suis pas complètement d'accord. Non, mais si tu prends plus fort qu'Onana, je te dis, je vois l'intérêt. Mais si tu prends Onana, ce Onana, quel est l'intérêt ? Tu le prends pour jouer le mois de janvier où tu avais 7 matchs et tu avais tout le monde à la canne. C'est pas pareil. Encore si tu prends, encore si c'est pour faire Onana... Je peux l'entendre, si mais c'est pour faire ce qu'a fait Onana de février à mai, je te dis oui, ça sert à rien. En janvier, il a rendu. Bon, allez, c'est un mec qui avait déjà quelques matchs de Ligue 1. D'accord, alors donc tu as pris Onana. Mais je suis d'accord. Mais à partir du moment où tes canistes sont revenus et que Onana, tu sais que tu vas pas le conserver parce que sa clause sera pas activée, pourquoi tu le mets dans le groupe ? Parce que maintenant qu'il est là, quoi. C'est juste ça. Mais après, j'entends ce que tu dis, mais c'est maintenant qu'il est là. Compris, c'est ça, oui, mais c'est maintenant qu'il est là, quoi, en gros. Mais tu vois, par exemple, je taper sur un joueur que j'aime pas, mais c'est sûr qu'il n'est pas venu pour avoir ce rôle-là, mais un mec comme Correa, qui vient pour être le 7e attaquant, qui vient pour être le 6e, 7e attaquant, au final, il joue pas beaucoup, il a les miettes, les miettes, tu aurais pu lui donner un petit. Bon, on va pas refaire la saison de l'OM cette année, surtout qu'en plus. Cette passerelle pro va être compliquée la saison prochaine. Encore une fois, il n'y a pas de coupe. Parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Ouais, on l'a dit en avant-match. Tu as minimum 35 matchs. C'est très très peu dans une saison. Et tu as beaucoup de joueurs qui vont avoir envie de jouer du coup tous les matchs parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs à jouer. Là, les miettes qui vont être prises, ils vont devoir être pris par le 2e gardien sur 1 ou 2 matchs de coupe. Elles vont devoir être prises par le 6e milieu, par le 8e défenseur. Mais on est d'accord que dans la génération là, U19, à part certains qui auront peut-être des discussions pour un prêt ou quoi, tu en as 5 ou 6, ça doit faire prépa pro du début à la fin. Oui, normal. Oui, bien sûr. Maintenant, Lafont, Dosso, Selami, Bakola, Sternal. Et Abdallah. Et Kylian Abdallah, ça fait la prépa avec les pros. Ça fait 6. Voilà, ça fait 6. Sur les 6. Là, tu dégraisses. Ça fait la prépa. Après, est-ce que ça participe ? Après, on verra l'état du groupe au moment. Ça joue les matchs amicaux. Et après. Et Romain Herring disait en avant-match, et moi je le rejoins totalement, sur une saison comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir 24 joueurs sous contrat pro. On est tous d'accord. 24 joueurs qui ne viennent pas du centre sous contrat pro. Tu peux avoir 18 joueurs plus 6. Pour moi, les 6, tu viens de les citer en plus. 18 plus 6, c'est bien. Après, c'est pas dans notre tradition. Alors, on l'a déjà fait contrat et forcé. Alors, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si on ne le fait pas, il ne faut plus venir me parler. Là, il y a une génération de 2008 de cyborg qui est en train d'arriver là derrière. Vous n'êtes pas prêts. 2008, c'est plus fort que c'est encore plus fort 2008, 2009, 2010 à l'OM. C'est pour ça que je vous dis souvent, ce qui est proche du monde pro à l'OM, c'est bien, mais c'est pas ce qui arrive derrière. 2008, 2009, 2010, 2011. Alors je suis totalement d'accord sur la 2008 et sur la 2010, pas trop sur la 2009. On verra, j'espère avoir tort. Et la 2011, on verra aussi. La 2009, comme j'ai vu.
si tu gâches celle-là, déjà, tes meilleurs 2008, ils vont vouloir partir. Il y a une génération. Donc, tu penses que ça, c'est sûr et certain. Ils voudront partir. C'est sûr que... Et même s'ils le disent pas clairement, genre non, vous avez gâché ce dos-dessus avec nous, ils vont avoir un arrière-goût, tu vois, ça peut freiner leur progression. C'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que moi, quand Raymond Daou est rentré, quand Gaël Lafont est rentré, les gens ils m'ont dit tiens, on a fait des caisses. Mais j'en ai fait des caisses pourquoi ? Parce que je connais moi les mecs qui travaillent au club. Et je sais que ces mecs-là, tu es en train de leur donner un canapé, alors qu'ils s'asseyaient sur des graviers, tu vois ce que je veux te dire ? Mais sauf que le canapé, il est éphémère. Si après tu continues pas ce truc-là, ils vont se rasseoir sur des graviers pendant 1 an. Donc tu vois ce que je veux te dire ? J'étais content pour ces mecs-là parce que je me dis. Dans le canapé éphémère. Ouais, mais c'est un peu ça, tu vois. Tu essayes ton poteau au sofa mais tu le gardes pas. On y croit peu en fait aux jeunes qui sont lancés à l'OM. Le père de Lafont a donné une interview à nos confrères de la Provence où il disait je n'y croyais même pas et je me suis même pas déplacé. Il a dit tu vas pas rentrer. Il a dit de toute façon tu vas pas rentrer, j'ai une soirée avec des potes, m'emmerde pas. Bon, pour l'histoire, il aurait pu quand même aller voir son fils même s'il jouait pas, ça c'était déjà après c'était pas les premiers bancs de Gaël. Il est génial le père Gaël Lafont. Non mais je critique pas du tout. C'était pas les premiers bancs de Gaël et c'est vrai qu'à chaque fois y aller pour qu'au final il soit pas écoute, t'as passé une bonne soirée entre amis. C'est vrai que pour le coup, il a mal parié le truc. Ouais, c'est ça, il est d'ici, il connaît lui, il sait comment ça se passe. Mais ouais, et c'est vrai qu'on demandait à ce point-là, les nouvelles générations là qui arrivent sont vraiment si fortes. Moi, je suis pas autant calé qu'Idriss sur les petits, mais sur la 2008, je peux vous dire que c'est très très fort. Et il y a quelques noms qui ressortent déjà. Moi, je vais pas t'en donner. Là, on est encore très jeune, je vais pas t'en donner. Mais sur les 2009, je sais qu'il y a des joueurs qui sont recrutés dans les quatre coins des clubs du 13 là, et c'est pas les seconds choix. Ok. Donc c'est des très très gros joueurs. Mais alors attendez messieurs. On travaille bien ou pas au centre de formation ? Parce que je comprends plus, moi. Mais on t'a dit ça travaille bien. À chaque fois que je te dis que ça travaille bien, mais que le résultat, tu le verras dans 3, 4, 5 ans, on commence à y être. Là, oui, parce que là... Parce qu'en septembre... après ça, ce que disent les imbéciles de l'habillé en orange, ça, c'est pas mon problème. Et je suis maître de mes propos. Non, parce que là, c'est pas mon problème. Là, je vais dire un truc et je vais l'assumer. C'est beaucoup la victoire quand même du travail de Nasser Largué et de Mathieu Louis-Jean. Beaucoup. Ouais. Après, je l'ai dit pendant le live. Bien sûr. J'ai dit pendant le live et je le redis. Je donne un énorme crédit à Otero sur le plan athlétique. Je trouve que tous les Espagnols qu'il a mis à l'athlétisation, à chaque catégorie d'élite, ont fait un énorme travail. Je trouve que les Marseillais courent plus vite, plus longtemps, sont plus costauds. Et on l'a vu sur le match. Au fil du match, on a commencé à rouler sur les Nancéens. C'est ce qu'on a dit aussi. C'est une équipe qui a évolué en R, Nancy, toute la saison. Donc moins habitué aux joutes élites, quoi. Les gars, on a gagné 4-1 la finale de la Gambardella, donc évidemment que ça travaille bien. Moi, je vous pique un peu exprès. Moi, j'ai pas de même regard que vous. Peut-être que Bastien, tu as des trucs qui te font dire c'est pas extraordinaire. Il y a des petits détails. C'est pas comparé il y a 10 ans, c'est jour la nuit. Moi, ce que je vois d'un regard extérieur, et je vais le dire parce que tant pis, je vais me faire critiquer par ceux qui sont anti ce que je vais dire. Pablo Longoria, il a repris la présidence du club il y a 3 ans et demi. Vous m'avez dit qu'il y a une génération dorée là qui vient de gagner machin et que derrière il y a les 2008 qui sont monstrueux, que les 2009 peut-être, que les 2010 c'est sûr. En fait on a reconstruit le centre de formation. Oui, complètement. Donc bravo. Voilà, après il faut dire aussi les trucs. Alors et bravo Pablo Longoria puisque c'est lui qui a nommé Nasser Largué, c'est lui. Bien sûr. Donc, oui, non, mais c'est vrai, il faut le rappeler, ça aussi. Ouais, non, parce qu'il y a des gens sur mon Twitter qui me disaient tu dis jamais bravo Pablo. Mais bien sûr, bravo Pablo. Il a nommé des bonnes personnes à des bons moments. Moi, je regrette un peu que certains recruteurs qui étaient là sous Mathieu Louis-Jean ne soient pas restés parce que c'est eux qui sont notamment à l'origine de l'arrivée d'Osso, Bacola et Sternal. Mais voilà, c'est l'histoire du foot. Ils sont ailleurs. Maintenant, il y en a d'autres. J'espère que les autres feront mieux. C'est tout. C'est pas que j'ai des doutes, Romain. C'est que pour l'instant, je les vois pas faire mieux dans le travail. J'espère qu'ils feront mieux. Parce qu'apparemment, tu es allé chercher Sternal, qui est le meilleur joueur de la génération 17 en France. Donc, ça va être difficile de faire mieux. Ouais. Mais tu vois, c'est des... Non, mais faire aussi bien. Alors, on va dire aller faire aussi bien. Ça serait génial. Après, Sternal, parce que si on fait aussi bien, on va prendre le lead de la formation française. Et pourquoi pas ? De toute façon, tu n'es pas un club qui peut lutter avec le Paris Saint-Germain. Tu n'es pas un club qui peut être en Ligue des Champions 5 années sur 5. Donc, à un moment donné, il faut trouver ton modèle de club. Et ton modèle de club, ça peut être de faire des podiums 2 années sur 3 et de sortir des jeunes chaque année. Pas 10 jeunes, tu en sors 1 ou 2 par an, c'est déjà merveilleux. C'est magnifique. Tu en formes aussi pour que les mecs se développent en Ligue 2. Idriss l'a dit, je le rejoins à 500% là-dessus.
avoir Abergel formé 100% au club, avoir 100 matchs en Ligue 1 et être l'idole du peuple lorientais aujourd'hui. Il a prolongé encore que 4 ans. Jusqu'en 2030. Moi, je souligne tout le travail de la formation marseillaise sur un garçon comme ça. Avoir un Perrin qui aujourd'hui est un joueur confirmé de Ligue 1, je souligne la formation sur ça. Donc, il n'y a pas que sortir des jeunes chez toi, c'est merveilleux, je le souhaite évidemment. Mais sortir des jeunes et qu'après ils font 100 matchs en pro, en Ligue 1, en Ligue 2, en Eredivisie, en Turquie, c'est très bien aussi. Et ça doit faire partie de ton projet club pour moi. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas les pétrodollars, tu n'as pas quelqu'un qui vient qui dit voilà, on achète les meilleurs joueurs du monde et on va lutter contre le Paris Saint-Germain. Donc, il faut trouver ton modèle. Et là, moi, ce que je regrette, et là, je fais un petit pas sur le côté sur les pros, c'est qu'on n'a pas de modèle. On ne se dimensionne pas. Et même, je vais le dire actuellement sur le choix du coach, je trouve que c'est des conneries ce qu'on fait. On cherche un nom, tant mieux s'il vient, en pensant qu'on est encore dans ce truc de on est le top 2 français. Non. Pour moi, on est un club dimensionné Europa League, qui peut, sur 2 saisons sur 3 saisons sur 5, faire des podiums en Ligue 1. Ce qui est bien. Et après, tu grandis petit à petit avec ça. Mais ton modèle club, il faut le trouver. On s'était moqué de La Brune sur le projet Dortmund et tout. Au final, il l'a fait. Avec les mésaventures et les aventures qu'on a connues, mais il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a acheté des jeunes prospects, il les a vendus le double de ce qu'il a acheté. Gianelli Mboula qui arrive pour 8 et qui revend pour 16. Il y a un podium avec ces jeunes. On a failli avec Bielsa. On fait 6 et 4e. Tu as raison. Ouais. Bon, mais bref, c'était un projet. Moi, c'était pas ce que je voulais, mais c'était un projet. Mais c'est pour dire, il faut se dimensionner, il faut trouver ton modèle à suivre, il faut trouver... Moi, par exemple, j'admire énormément ce que fait la Real Sociedad, qui a 30% de l'effectif formé au club, et le reste, c'est des recrues intelligentes. Amari Traoré par-ci, y avait qui encore Le Normand par là, Take Kubo, merci. C'est des modèles sur lesquels, peut-être, modestement, tu pourrais... alors là, je sais qu'il y a une base de supporters le mec qui va dire la Sociedad, on n'est pas là, la Sociedad, nous... Non, on n'était pas en 8e de finale de Ligue des Champions. Et nous, donc on n'est pas là. Ils sont sortis dans un groupe, ils ont fini premier devant l'Inter. Premier devant l'Inter. Mais voilà, vous comprenez l'idée, quoi. Non, mais c'est intéressant de mener ces débats-là. Il y a Bubur qui nous dit Hez serait peut-être bien un choix plus stable qui pourrait faire intégrer aussi les jeunes. C'est peut-être aussi... En fonction du projet que tu lui proposes, moi je suis totalement conquis par l'idée francaise. Oui, oui, parce qu'on peut faire un petit point entraîneur, parce que ça intéresse beaucoup le chat, même bien si sûr, c'était le match on est en direct, on va en profiter. On est en direct, on va prendre les messages. Toi, Idriss, ton ressenti là, sur le projet autour du nouveau coach. Sur le projet autour du nouveau coach, le truc, c'est que moi, je suis un peu plus naïf. Et je le dis dans les deux sens, amélioratif et péjoratif, ce que Bastien, c'est qu'en fait, j'ai envie de me dire que le coach est choisi selon un modèle. Parce que Longoria nous a dit qu'il s'est trompé. En changeant 3 fois de modèle les 3 dernières saisons, avec Sampaoli, Tudor, Marcelino. Et j'ai envie de croire, bêtement, que le coach qui sera choisi ne sera pas choisi en fonction du CV ou du palmarès, comme l'a dit Bastien, mais en fonction de ce qu'il a envie de mettre en place et de ce qu'il est capable de mettre en place, plus que de l'envie. Parce que Marcelino, je pense qu'il avait envie de beaucoup de choses à l'OM, mais qu'il n'en était pas capable, pas à l'OM. Donc après, par rapport au dossier... Vas-y, Rom. Le seul bémol, c'est l'accueil de Tudor. Prends un coach qui a des idées... Et tu le juges sur des matchs amicaux. Ouais, mais le coach, tu as vu comme il arrive. Il arrive après le 2e jour de retour des joueurs. Il n'y a pas une vraie présentation du coach en disant voilà, on a travaillé sur ce modèle-là parce que Tudor, c'est ce football-là. Ça a été dit un peu dans la précipitation. Non, ça je suis pas d'accord avec toi, Bastien. Le fait que Tudor ait été sifflé, c'est simplement qu'il arrive après une saison que tout le monde jugeait bonne, que Sampaoli part et que tout le monde a mis la faute. Sans doute à raison sur Pablo Longoria et que Tudor ait étiqueté choix de Pablo Longoria. C'est pas si simple. Et qu'en plus on perd les matchs amicaux, on n'en gagne aucun. Il y a ce match contre Milan où on est nul, vraiment nul à chier, faut le dire les termes. Et la semaine d'après, on met le feu à Reims et derrière on commence très bien la Ligue 1. Le truc, c'est que je pense que tout le monde s'est un peu enflammé, comme tu dis Bastien, par rapport à on n'est pas la Real Sociedad, c'est que beaucoup de monde s'est dit putain on est le Real. Donc il fallait un peu redescendre tout le monde. Mais fini, ça m'intéresse ce que tu disais du coup. Donc sur ta naïveté, donc tu crois que Pablo, toi que tu crois en une rédemption. J'ai envie d'y croire, c'est pour ça que moi les deux profils qui se ressemblent pas tellement mais qui ont quand même une certaine cohérence dans les choix entre Sergio Conceição et Pablo Fonseca parmi les choix qui sont aujourd'hui en tête me plaisent. Mais c'est sûr que celui qui m'excite un petit peu plus, c'est Franquez depuis quelques jours, quand on voit ce qui se passe, tout ce qui se passe à Lens. Et pour te le dire très clairement, je sais que Franquez fait des dragouilles à l'OM depuis plusieurs mois. Depuis même l'année dernière, pour être très honnête avec toi. Depuis l'été dernier, il dit si un jour je pars, est-ce que...
Et donc, il aimerait bien venir dans le sud. Francaise, la vie dans le sud avec sa famille. Francaise me titille. C'est pour ça que c'était chaud avec Nice aussi. C'était très chaud avec Nice. Ouais. Exactement. Si Ghisolfi restait, je pense qu'il y allait. Je pense qu'il y allait direct. Ouais. Attention Monaco, moi je vous le dis juste ça. Mais moi je suis très content que Monaco ait fait une belle saison parce que je pense qu'à 18h va rester. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il est prêt? Mais moi je pense que pour le coup il est prêt à faire la saison de trop à Lens, quitte à attendre le banc de Monaco une saison de plus. Moi c'est plus ça qui m'inquiète. En tout cas, c'est un secret de polichinelle, mais du coup cette semaine j'ai eu l'occasion de parler avec des proches de Mehdi Benatia. Et effectivement, oui, Conceição et Franquès sont des garçons qui ont été... Il y a eu des discussions. Il n'y a pas eu les discussions qui ont été déclarées par certains journalistes. Ils se sont déplacés, ils ont rencontré, mais il y a eu des discussions. Avec les agents des coachs et avec les coachs. Mais avec les coachs, ça n'a pas été cette semaine. Ça remonte de bien avant. Pour le coup, la piste prioritaire, selon mes informations, encore une fois, je vais mettre ce conditionnel-là. La piste prioritaire de Pablo Longoria s'appelle toujours Pablo Fonseca, mais que le timing du coach portugais qui commence un peu trop à draguer au goût de Pablo Longoria, les bancs libres, notamment le Milan, commence à un peu agacer le reste du bord d'Olympia. Oui. Et non, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais Fonseca est la priorité. Et ce qu'on peut rajouter dans l'info, c'est que Fonseca, l'année dernière, avait un accord avec l'OM, mais qu'il avait un gentleman agreement avec Lille où il disait qu'il n'irait pas au clash. C'est surtout que Lille demandait, comme pour un joueur, 15 millions d'euros pour libérer le contrat de Pablo Fonseca. Ça s'est fini, on va dire, en un serrage de main. Mais du coup, c'est un garçon sur qui tu as déjà un contrat. Clairement, je veux dire les choses. Il y a un contrat qui était déjà écrit, qui était prêt pour lui. Donc, à mon avis, ils ont dû faire un copier-coller en lui disant même peut-être on t'offre une 3e année. Avec un peu plus d'argent. Peut-être un peu plus d'argent. Mais au Milan, je ne sais pas si vous avez vu, mais les supporters, ils veulent De Zerbi à tout prix. Ouais. Et donc, du coup, ils ne sont pas fans de l'idée Paolo Fonseca. Mais moi aussi, j'ai les mêmes échos que Idriss. Au club, on est un peu dans le mode c'est bon, quoi. Le championnat est terminé, on va pas attendre 10 ans. L'OM ne veut pas attendre trop longtemps avant d'annoncer le prochain coach. Là. Les gars, si je n'y crois pas une seconde, mais si Fonseca il va à Milan, il va où De Zerbi? De Zerbi, il veut rester en Angleterre. Il a déjà annoncé qu'il voulait rester en Angleterre. United pour moi. Mais apparemment, c'est fait avec Tuchel aussi. Donc tu vois, le mercato des coachs dans tous les sens, c'est un peu fou. Mais De Zerbi a déjà annoncé qu'il voulait rester en première ligue. Il y a Burnley qui est libre. Burnley, c'est déjà. Non, mais tu vois, le truc, c'est qu'ok, Milan, les supporters de Milan le demandent, mais apparemment, lui, il veut pas y aller. Parce que lui, il a pris goût un peu à la PL. Alors, il y a Alves qui dit De Zerbi, c'est pas mal aussi pour nous, mais ça, il faut. Il est passé à autre chose. Non, mais il faut rayer ça. Il est passé à autre chose. C'est exactement ça. C'est plus dans nos cordes. Ça l'était après. Même lui, dans sa tête. Ça l'était après le départ de Sampaoli. Même lui, dans sa tête, il a explosé là, De Zerbi. Parce qu'en fait, pour être très honnête, avant le départ de Sampaoli, le départ est annoncé le 1er juillet. On se rappelle avec Romain, on était dans une conversation groupée à se dire il faut qu'on fasse une émission. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, on fait quoi et tout. Et ça faisait 10 jours que Pablo Longoria attendait le retour de Roberto De Zerbi. Parce que ça faisait 2 semaines qu'il était au Shakhtar et qui voulait prendre du recul par rapport à la guerre en Ukraine. Il voulait retrouver un peu de temps avec sa famille. Et que le projet de l'OM n'était pas celui qui voulait le retrouver, qui voulait le faire retrouver le terrain de suite. Il avait demandé à Pablo Longoria un peu de temps. Et le choix numéro 2, qui était à l'époque le choix de Javier Ribalta, Igor Tudor. Du coup, l'OM a attendu. Sauf que Jorge Sampaoli a annoncé son départ tout seul. Et du coup, ça a un peu forcé les dirigeants olympiens à accélérer les pistes. C'est d'où l'arrivée d'Igor Tudor très très rapidement après ça. Mais l'OM avait un peu cet accord avec Jorge Sampaoli qui était de tant qu'on n'a pas trouvé le nouveau coach, n'annonce pas ton départ. Mais Roberto De Zerbi était très proche de rejoindre l'OM à ce moment-là. Mais il a dit d'ailleurs, avant le match aller contre l'OM, il a dit il y avait une forte possibilité. Moi, quand j'ai annoncé ça sur ce plateau, on m'a traité de menteur à l'époque. Quoi. C'est la joie du truc. Ça fait partie du jeu, mais en tout cas, c'est vrai que visiblement, il y avait des contacts bien avancés. Le contrat était prêt, c'est juste que lui, par rapport à sa famille, il se disait est-ce que je reprends un challenge maintenant, est-ce qu'on veut pas reprendre tranquille? Et puis après, quand il y a un banc de première ligue qui se libère, là, ça change beaucoup de choses. Non, mais Idriss, il était aussi sous contrat. Oui, bon après ça c'était la complexation. Ouais, mais ça se réglait plutôt. C'était pas fait avec le Shakhtar, mais ça se réglait plutôt vite visiblement. Shakhtar avait plutôt compris l'envie d'ailleurs. Vous avez compris, Romain, il est un peu fatigué. On va pas tarder à rendre. Non, ça va. Non, mais de toute façon, on a fait un bon débrief là, 20h10. On va pas tarder à rendre l'antenne. On était très heureux de vous faire vivre ce match-là. Merci à Bastien encore une fois de s'être rendu disponible. C'est que la deuxième Gambardella de l'histoire du club. Il faut le répéter, c'est un moment historique là. Moment exactement. Fier de vous les gars. Fier de vous, bravo. Et ce serait c'est magnifique. La dernière fois on l'avait rappelé en avant-match, c'était 78-79. D'ailleurs, petit quiz pour terminer. 45 ans.
45 ans, ouais, c'est ça. J'ai cru que tu me disais c'était 1945. L'équipe la plus titrée de Gambardella, est-ce que vous savez c'est qui? Montpellier ou Monaco? Saint-Etienne? Ça va en surprendre plus d'un. Paris? J'ai tenté le... Lens? Je sais pas. Je vais dire plein de noms. Metz? Non. Nantes? Le Havre? Non. Brest? Non. Dernier mot. Le Racing Paris. Non, dernier mot. Donne un indice, vas-y. Le club existe encore. Je crois qu'il y a de bonnes réponses. Ouais, il y a des bonnes réponses. Qu'ils le disent, ça me paraît logique. Dis-nous la division où il joue le club. Moi, j'ai pas vu. Je crois que c'est national aujourd'hui. Ah non. Alors, il y a des bonnes réponses sur le chat. Ils vont jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Ah, ok, c'est Auxerre. Donc. C'est Auxerre. C'est la Auxerre. Avec cette titre. Ouais. Le premier vainqueur de la Gambardella, est-ce que vous l'avez? C'est quelle année? Football français quand même. C'était un des plus grands. 54-55. Oula. Lille. Non. Quand? On cherche quoi là? Le premier vainqueur de la Gambardella. Bordeaux. C'est un club qui est pro aujourd'hui? Non. Le Matra. 7. C'est un club qui a quand même une résonance particulière en France. Reims. Non, oui, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais pour une raison particulière. Aujourd'hui, je suis con. Elle a vu passer en serrant. Cannes. Exactement, l'AS Cannes. Ça a été dit dans le chat. Ouais, ça a été dit, il l'avait trouvé. C'est pas l'AS Cannes, c'est vrai qu'en termes de formation, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, c'est pas mal. Et on va se terminer là-dessus. La dernière finale de l'Olympique de Marseille, c'était en 2017 contre Montpellier, ça vous l'avez tous. Est-ce que vous avez le score? Oui, 0-0, tir au but. Un partout et tir au but. Est-ce que vous vous souvenez du buteur marseillais? Gendinage. Bravo. Et le seul joueur olympien à avoir raté le penalty? Chabrol. Je sais pas. Bravo Romain. Oui, Romain il y était en plus. Attends, je te fais le 11 si tu veux. Non, c'est bon. On peut le faire. Vas-y. Bézic dans les cages. Rokia et Abdallah sur les côtés. Perrin et Camara dans l'axe. Exactement. Au milieu, c'est là que j'ai un petit trou. Marazovic, Mrouavili et il m'en manque un. Non, il n'y a pas Mrouavili, je crois pas. Je crois que c'est Kézan Mézine. Oui, il y a Mézine. Non, il n'est pas titulaire, Mézine, il est sur le banc. Si, je crois. Ah ouais? On va qui a fini à Marignane et qu'après. Il y a Zakwani. Hussein Zakwani qui va faire le truc de 13 la dimanche. Et devant, il y a Chabrol, Sarri et Gendinage, mais il m'en manquait encore. Non, Sarri est remplaçant. Ah ouais? Ouais, il y a Chabrol, Dinage, Zakwani et il m'en manque un. Alors j'ai Bézic, Ali Mohamed, Camara, Perrin, Rokia, Mrovili, Mézine, Marazovic, Mézine et Mrovili, voilà. Et après Zakwani, Dinage et Chabrol. Hussein qui a joué la finale du coup à la place de Youssouf, tant mieux, écoute. Et là, l'entraîneur c'est en 2017, c'était qui le coach des Januzzi. C'était le coach Januzzi. Januzzi. Qui était déjà avec Pancho, je crois, à l'époque. Par contre, c'est impressionnant quand même qu'Idriss il arrive à sortir de Montpellier. Magnifique. Hein? Vas-y. Le buteur de Montpellier. Ah non, je pensais la comp. Amour. Ouais, c'est ça. Il y avait Nicolas Cosa qui était titulaire à Montpellier à l'époque. Il y avait Berthaud aussi. Ouais, Berthaud dans les buts. Berthaud dans les buts et Kozza, ouais, c'est ça. Après sinon, les autres, non, il n'y a pas des noms qu'on marqué en tout cas l'histoire de notre Ligue 1. Les autres, non. En tout cas, bravo Idriss, parce que là, ça c'est impressionnant de sortir le 11 comme ça. À l'époque, je travaillais quasiment que sur le centre. Donc, ouais, mais quand même. Il faut avoir encore forte. Il faut avoir de la mémoire. En tout cas, voilà, c'était pour terminer en beauté un petit peu cette émission et cette saison, puisque c'était la dernière émission d'avant-match. Il y aura évidemment les OM au café encore pendant une semaine jusqu'à vendredi prochain. On était très heureux de vous faire vivre tous ces matchs, même si on a vécu une saison un petit peu compliquée, mais ça se finit bien avec un trophée passé. De très belles vacances, restez quand même connectés sur le phocéen.fr et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.